Salut à tous et à toutes les expressistes. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la saison 3 de Star Trek Discovery. Dans une vidéo donc pratiquement 100% divulgachi. Il y aura peut-être que dans le début de vidéo, je donnerai un petit peu mon avis, mais après le reste de la vidéo, je vais vraiment creuser davantage et revenir sur des éléments de la saison 3, et notamment à partir de l'épisode 7, puisque j'avais fait deux reviews. J'avais fait une review du premier épisode de la saison et une review de l'épisode 2 à 6. Donc je vous invite à aller consulter ces vidéos si vous souhaitez en savoir plus et connaître mon avis détaillé et spécifique sur ces épisodes. Et là on va s'intéresser plus spécifiquement aux épisodes à partir de l'épisode 7 jusqu'à la conclusion et établir un bilan. Et aussi en fin de vidéo j'émettrai quelques théories concernant l'éventuelle saison 4 qui normalement va avoir lieu, hein. Donc il n'y a pas trop de secrets là-dessus. Bref, mais de toute façon, dès que j'aborderai une partie vraiment spécifique avec spoiler, je vous le dirai, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore vu cette saison 3, vous pouvez rester jusqu'à cette partie de vidéo, et après effectivement il faudra être soit à jour, soit s'en moquer d'être spoilé, on va dire. Je vais démarrer avec mon avis un petit peu sur la saison 3, un avis global, disons, pas uniquement sur les épisodes 7 à 13, mais un avis un petit peu global. Globalement, j'avais été plutôt mitigé sur la première partie de saison, et la deuxième partie de saison, pour moi, elle rattrape en partie quand même les éléments que je trouvais un petit peu contestables ou pour lesquels j'étais un peu mitigé, comme je vous le disais. Et franchement, dans l'ensemble, du coup, j'ai trouvé que c'était relativement divertissant. Alors, c'est pas exceptionnel. On peut se poser la question, et j'en ai vu pas mal parmi vous qui se posaient la question, est-ce que c'est encore du Star Trek? Est-ce que ça n'emporte plus que le nom? Effectivement, parce qu'en termes de thématique, en termes même de développement narratif, de développement de personnages, etc., en termes également d'inclusivité, de progressisme, etc. Mais ça, ce sont des questions qui sont fondamentales par rapport à l'œuvre, mais j'y reviendrai juste après. En tout cas, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était divertissant. Il y avait un bon équilibre entre action, entre émotion, entre développement des personnages, même si ça laissait à désirer pour le développement de quelques personnages, notamment les personnages secondaires, mais les personnages principaux, je trouve qu'ils étaient correctement traités et avec une certaine nuance quand même, puisqu'on a des personnages qu'on retrouve depuis la première saison, notamment Burnham, Tilly ou encore Stamets par exemple, et eux, on a vraiment un développement qui est suivi, un développement qui est cohérent, et bon, on sait à quoi s'attendre avec ces personnages, et on a l'introduction de certains personnages dans cette saison, notamment Booker par exemple, qui est un personnage que je trouve relativement intéressant, même si par moment, on a du mal à lui trouver une vraie place en fait, hein. C'est-à-dire que par moment on se dit est-ce que on le laisse pas un petit peu de côté parce qu'on sait pas quoi en faire en fait. Après il y a aussi certains personnages comme par exemple Georgiou. Alors elle, j'y reviendrai vraiment spécifiquement après parce que je vais vraiment développer un petit peu ce personnage par rapport à ce qu'on a vu d'elle dans cette saison 3 et aussi par rapport à l'héritage qu'on peut en tirer par rapport au développement, disons, de ce personnage dans cette saison 3. J'ai trouvé que globalement, cette saison 3 de Star Trek, elle était vraisemblablement dans l'air du temps, c'est-à-dire que elle correspond à une époque, et je me dis, en revoyant comme ça un petit peu certains éléments des anciens Star Trek, que à chaque fois les Star Trek s'inscrivent dans leur époque et s'inscrivent d'une façon assez progressiste. D'ailleurs, j'en ai discuté un petit peu en commentaire avec quelques personnes sur les vidéos précédentes. Et c'est vrai que Star Trek, ça a toujours été une série un petit peu avant-gardiste, un petit peu même visionnaire d'un point de vue du progressisme et notamment de l'inclusivité. C'est-à-dire que dans les premières séries, c'est l'une des premières séries américaines à grande audience à placer des personnages noirs, des personnages féminins, des personnages qui tranchent avec les personnages habituels qui étaient vraiment plus, entre guillemets, des mâles blancs, si vous voulez, américains, classiques. Et c'est une série qui s'inscrit dans cet héritage-là et qui aujourd'hui, effectivement, va nous proposer un casting qui est quand même très hétéroclite et ultra progressiste. Alors, ce qu'on peut reprocher, évidemment, c'est le côté un petit peu forcé, puisque on a l'impression que vraiment il faut inclure une personne noire, une personne transgenre, une personne non-binaire. On va à présent aussi inclure dans les derniers épisodes une personne à mobilité réduite. Donc bon, vraiment on a l'impression qu'il faut cocher toutes les cases. C'est ça qui peut être un petit peu gênant parce que ça n'apporte pas grand-chose finalement, ni à la narration, ni finalement à la cause, puisque c'est fait d'une façon un peu forcée et dans une volonté un petit peu cumulative. Donc ça manque de développement aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est pas trop subtil et c'est pas creusé en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est un petit peu en surface sur le fait d'implémenter une telle distribution dans la série. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que ça dessert un petit peu les causes qui au départ sont mises en avant. Donc bon, après, est-ce que c'est gênant en soi? Je pense pas que ce soit gênant, surtout dans la mesure où en fait les personnages ils ont une certaine cohérence entre eux et comme ça n'impacte pas la narration,
bah du coup, que vous mettiez des personnages qui soient transgenres, qui soient homosexuels ou autres, bah ça n'a pas d'importance en fait. Donc on peut représenter des personnages comme ça à l'écran, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je devrais vraiment trouver quelque chose à redire, je dirais que peut-être, bah du coup, l'équilibre il est un petit peu inversé. C'est-à-dire que on manque peut-être à présent dans cette série de personnages hommes blancs en fait, hein, puisque on a tout le reste qui est représenté, mais c'est vrai qu'on manque de personnages hommes blancs finalement, positifs en tout cas. Donc la question elle se pose parce que si on doit représenter tout le monde, eh bien, il faut vraiment représenter tout le monde et pas seulement les minorités en fait, hein. Donc aussi la majorité qui normalement doit aussi être représentée en fait tout simplement. Personnellement ça me pose pas de problème, même quand on parle par exemple avec un personnage, quand on le désigne alors en français par le pronom IL, bon, c'est tout, c'est ce personnage et ça n'a pas d'incidence sur la narration. Ça véhicule effectivement quelque chose idéologiquement, mais c'est l'idéologie progressiste de la série. Ça fait partie un petit peu de l'ADN de Star Trek. Donc elle est simplement remise au goût du jour, au goût du jour du 21e siècle. Voilà tout. Donc après, ça n'empêche pas de quand même suivre les tribulations des personnages, de suivre les aventures, qu'on soit favorable ou non au progressisme. Donc voilà, il fallait que je vous dise ce que j'en pensais, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions là-dessus. Voilà, donc maintenant vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis devant cette série pour voir une série de science-fiction. Et force est de constater que globalement j'ai été plutôt satisfait à ce niveau, parce qu'on a effectivement des scènes d'action typiques de la science-fiction, avec des batailles de vaisseaux, avec des gunfights au blaster, etc. Franchement c'est extrêmement bien fait, c'est très divertissant. Après qu'on adhère ou non à l'idéologie qui est véhiculée en substrat, c'est personnel, voilà tout. Et après qu'on puisse trouver que l'héritage Star Trek ne soit pas totalement respecté, c'est possible aussi, parce qu'il y a des arguments qui peuvent aller dans ce sens, tout comme il y a des arguments qui vont dans le sens aussi du respect de l'héritage. Mais moi je pense quand même que c'est un petit peu entre les deux, et qu'il y a véritablement une mise à jour à la fois des thématiques, mais aussi de la façon de raconter l'histoire à la Star Trek, mais à notre époque. Plus honnêtement, les scènes d'action sont vraiment de qualité, le graphisme des effets spéciaux, notamment numériques, la 3D, etc., c'est très très réussi. Il y a quand même une qualité d'ordre technique général dans la série qui est vraiment à souligner. Après, on peut peut-être reprocher le fait qu'il y ait un peu trop de numérique, avec des couleurs aussi parfois un peu criardes, qui paraissent peut-être pas fades, mais en tout cas peut-être un peu aseptisées. Donc ça peut déranger, mais bon, ça reste quand même vraiment de haute facture, je trouve. En plus, les personnages, je trouve qu'ils ont été globalement un peu plus attachants dans la deuxième partie de la saison que dans la première. Et aussi chacun avec ses moments un petit peu de bravoure, et notamment les personnages secondaires qui sont un peu plus creusés, même si là aussi pas suffisamment développés. Donc on peut trouver à redire, bien évidemment, là aussi. On a un antagoniste qui est fort, l'antagoniste Osaira. Alors je dis Osaira, mais bon, je sais pas comment ils disent en version française, parce que j'ai vu en version originale. Je suppose qu'ils disent Osira ou Osira. Et en fait, ce personnage, c'est un antagoniste vraiment que j'ai trouvé fort et qui est dangereux et qui constitue une vraie menace. Donc vraiment, j'ai bien aimé cette opposition, et je trouve que ce personnage tient vraiment à lui seul la deuxième partie de saison, parce qu'en ayant cette menace un petit peu qui plane au-dessus des personnages, ça instille un petit peu d'enjeu dans cette saison qui en manquait un petit peu, malgré le fait qu'on soit à la recherche de la brûlure, etc. Alors je dis la brûlure, mais on peut dire le brasier, c'est pareil, c'est-à-dire que dans les premiers épisodes sur Netflix, c'était indiqué dans la traduction, c'était indiqué la grande brûlure. Donc moi c'est vrai que je suis resté sur ce vocable-là, c'est pour la traduction de The Burn en version originale, et The Burn, vous pouvez le traduire un petit peu par effectivement le brasier, la brûlure, un peu comme vous voulez. Et dans la deuxième partie de la saison, ils ont plus traduit par le brasier. Donc voilà, vous étonnez pas si je dis la brûlure ou la grande brûlure ou le brasier, c'est pareil. Et donc le développement autour du brasier était très intéressant, avec finalement un petit aspect enquête, sous forme de fil rouge. Mais c'est la conclusion qui vraiment laisse à désirer, et l'origine de ce brasier, mais ça j'y reviendrai après. Donc vous l'avez compris, globalement j'ai apprécié cette saison 3, même si je trouve qu'il y a des défauts, je vous l'ai dit à l'instant. Mais bon, il y a aussi certaines qualités qui font que d'un point de vue purement science-fiction, c'est satisfaisant en fait, c'est correct. Donc on a son lot d'émotions, on a son lot de science-fiction, on a son lot d'aventures, etc. Après, d'un point de vue Star Trek, là je pense que ça va être mitigé, ça va dépendre un petit peu de votre sensibilité, et aussi de est-ce que vous êtes prêt à accepter les modifications qui sont, je trouve, véritablement dans l'air du temps, ou est-ce que vous restez un petit peu campé sur vos positions, à dire c'était mieux avant. Je peux comprendre que c'était mieux avant, effectivement, c'était différent, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, effectivement, on a une série qui est différente,
qui est vraiment dans l'air du temps là aussi. Et en définitive, il n'y a pas vraiment de bonne réponse de savoir si les changements sont valables ou pas en fait. Donc bon, voilà, moi je penche plutôt du côté où cette saison 3, elle me réconcilie un petit peu avec l'univers Star Trek, récent en tout cas, alors que les 2 premières saisons, j'étais plutôt mitigé. À présent, je vais vraiment creuser davantage sur cette saison 3 et revenir notamment sur certains éléments des épisodes 7 à 13 et je finirai donc avec une partie de théorie où là je reviendrai un petit peu sur ce qu'on peut attendre d'une éventuelle saison 4. Je pense que la vidéo va être assez longue mais bon, ça permettra d'échanger ensemble en commentaire, donc n'hésitez pas en tout cas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si je commets des approximations, n'hésitez pas également à me corriger, je le prendrai pas mal, il n'y a aucun souci. Je suis pas un expert et je prétends pas être un expert de Star Trek, donc il n'y a pas de problème. Là, on va démarrer donc une partie avec Divulgashi, donc si vous n'êtes pas à jour, je vais vous inviter soit à quitter la vidéo, soit à poursuivre si vous le souhaitez, mais ça va vous gâcher les surprises potentielles donc de la saison, et j'en suis navré. Et pour les autres, on continue ensemble avec plaisir en tout cas. Je vous disais tout à l'heure, dans la première partie, que la série respectait quand même l'héritage Star Trek, d'un point de vue de son progressisme, etc., mais aussi d'un point de vue de pas mal de références, en fait, parce qu'elle se repose souvent sur cet aspect un petit peu nostalgique, avec à la fois des éléments émanant carrément des séries précédentes et des films, ou parfois s'appuyant sur des petits clins d'œil. Et on a par exemple l'évolution ici des Vulcains et des Romuliens, qui nous est tissée ici dans cette saison 3, et notamment dans la deuxième partie, et où on voit par exemple que les deux se sont rabibochés, alors dans des circonstances où c'est encore un peu trouble, encore un peu difficile, etc., entre les deux civilisations. Mais effectivement, ils se sont rabibochés autour d'une planète qui, à présent, s'appelle Naivar, donc Nivar, je suppose, en version française. Et ce qui est intéressant, c'est de voir leur rapport à la Fédération, et de voir également donc leur rapport entre eux, et de voir l'héritage de la Fédération, et de l'échec, finalement, ou en tout cas de l'effondrement de la Fédération. En plus, on les voit que grâce à Burnham, effectivement, il y a un rapprochement entre la Fédération et cette planète Naivar, notamment dans la dernière partie, quand on voit qu'ils viennent pour aider, en fait, la Fédération qui est, il faut le dire, un petit peu en galère face à Osaira. Et c'est vrai que dans cette partie-là, on voit que ils sont ouverts en fait à la discussion et pour peut-être reprendre, alors non pas tout de suite le chemin de la Fédération, mais en tout cas un rapprochement diplomatique avec elle. Et vraiment dans cette saison, il y a beaucoup d'éléments. Alors je vais pas tous les faire, mais on peut parler par exemple des Kowat Milat, qu'on avait vu aussi dans Star Trek Picard il y a pas longtemps. Donc voilà, il y a tout cet aspect un petit peu nostalgique avec des références, des clins d'œil, des personnages qu'on retrouve avec plus ou moins de plaisir, et aussi des civilisations, des espèces propres à Star Trek et à cet univers étendu qui est extrêmement riche, extrêmement vaste. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut plaire quand même aux trekkers, disons, les plus anciens, les plus aguerris, mais aussi à un nouveau public, parce qu'il faut aussi savoir renouveler un petit peu le public, parce que malheureusement, on n'est pas éternel. Et globalement, j'ai trouvé cette saison, comme je vous le disais là aussi tout à l'heure, plutôt équilibrée, et bien équilibrée d'un point de vue de son rythme, d'un point de vue du développement à la fois de ce fil rouge autour donc du brasier, mais également autour du développement des personnages, à part peut-être pour certains personnages secondaires, notamment les personnages issus de l'équipage du Discovery, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est dommage, parce que ils sont vraiment bien mis en avant, je trouve, notamment dans les 2 derniers épisodes, où on voit par exemple le personnage de Joan Owosekun, alias Owo, et on voit qu'elle est mise en avant parmi d'autres personnages, ils ont tous un petit peu leurs instants de gloire. On l'a vu par exemple avec Detmer aussi, quand il y a ce passage où elle doit piloter, il me semble que c'est le vaisseau de Book qu'elle pilote à ce moment-là, et c'est vrai qu'ils ont tous un petit peu leurs instants de bravoure, ça les met en avant, parce que ça manquait un petit peu de développement, et je trouve que du coup on s'attache davantage à eux, parce qu'on les voit évoluer aussi un petit peu individuellement, et autour des autres, et avec les autres, et pas simplement de façon un petit peu nébuleuse, derrière, cachée, et on n'entend pratiquement pas parler. Là on les voit un petit peu se développer, et du coup, j'ai trouvé que là aussi, c'était plutôt agréable et ça permettait d'avoir un petit peu d'empathie pour eux, en fait, tout simplement. Et c'est une série qui commence à présent à être vraiment rodée, même si là, on était finalement dans une saison presque de transition, parce que après les événements de la saison 2, on arrive 930 ans dans le futur. Bon, et à partir de là, on est en mesure d'installer, disons, un contexte nouveau, en fait, totalement différent, et c'est bien ce qui s'est passé, ça je vous le disais dans les 2 premières reviews. Et en fait, pourquoi je vous dis que c'est une saison de transition ? Parce que la fin de saison montre qu'il va y avoir encore du changement, mais cette fois dans un contexte qu'on connaît. Et un contexte qui nous est finalement familier, parce que ça rappelle vraiment, je pense, les premières séries de Star Trek. En tout cas, le potentiel, on va dire, des premières séries de Star Trek peut se retrouver à présent à partir de la saison 4.
Mais ça, j'y reviendrai un petit peu en fin de vidéo quand je vous parlerai plus spécifiquement de ce que j'attends de la saison 4 et de ce que j'entrevois par rapport à cette saison 4. Mais disons que dans cette saison 3, on est dans une transition où on sent qu'on va aller se diriger vers quelque chose et que là, on est encore en train de se chercher, en train de trouver nos marques dans cet univers, ce nouvel univers, qui est un univers avec des règles un petit peu différentes, qui est plus totalement soumise à la fédération, en tout cas par le patronage de la fédération, et qui est dans un univers où les règles ont changé. Après, la série, à présent, elle se repose toujours un petit peu sur les mêmes ficelles, et notamment des ficelles qui oscillent entre émotion et action. Et les moments d'émotion, il y en a pas mal, et notamment beaucoup de pleurnicheries encore de la part de Burnham, mais bon, ça, je pense qu'on pourra plus faire autrement si on continue de suivre cette série, parce que à présent qu'elle devient capitaine, voilà, évidemment, c'est elle qui va prendre les décisions en plus. Bon, bref, mais ça, j'y reviendrai après. Mais il y a des moments qui sont quand même, je trouve, assez réussis, assez marquants. Par exemple, ce passage où Burnham, elle revoit les archives comme ça de Spock qui a vieilli, parce qu'elle, elle a quitté un Spock qui était jeune, et du coup, elle le voit vieillir, elle voit qu'il a pris des responsabilités, qu'il a changé les choses, etc., qu'il a fait une différence. Et franchement, l'émotion était quand même assez palpable. Et j'ai trouvé ce moment vraiment très respectueux du personnage Spock, et aussi que le lien me semblait correctement fait, en tout cas la passerelle, avec le personnage de Burnham actuel. Après, il y a d'autres moments qui la concernent, Burnham, et d'émotion toujours, avec notamment quand elle parle avec sa mère, notamment aussi quand elle discute avec Tilly au sujet de sa succession. Franchement, des passages que j'ai trouvé assez marquants et vraiment plein d'émotions, et on sentait des personnages humains, des personnages qui semblaient vraiment touchés. Alors, en tout cas, ça a fonctionné sur moi, en tout cas. Après, à côté de ça, je vous disais, ce mélange émotion, il va avec l'action. Et l'action, on en a pour son argent quand même, même si c'est finalement un peu gratuit. Alors, c'est pas gratuit sur Netflix, mais bon, bref. Mais on en a pour son abonnement, si vous préférez. Et c'est vrai qu'on a des grosses scènes d'action quand même, beaucoup de scènes d'action. Franchement, je trouvais que l'équilibre était là aussi plutôt correct, parce qu'il n'y a pas que de l'action, mais quand il y en a, on en a vraiment plein les yeux. En plus, on a aussi de beaux effets spéciaux, vraiment une grande qualité, notamment avec les créatures aussi, elles sont bien animées. Je pense par exemple au Gormagandre, je pense aux créatures robotisées. Alors, c'est pas tout à fait des créatures, c'est des robots, mais par exemple qui ont l'intelligence artificielle de la sphère. Je trouve que franchement, l'animation, elle est au top. On a vraiment l'impression d'y être et de voir un univers futuriste qui est crédible, qui est cohérent, qui est vraiment bien fait et qui se déploie sous nos yeux. Et là aussi, vraiment, d'un point de vue technique, c'est extrêmement réussi. Alors, après, il y a aussi des choses qui, malheureusement, laissent un petit peu à désirer, ou alors sont contestables, on va dire, et notamment, tout ce traitement autour du brasier. Alors, moi, si vous voulez, cette grande brûlure, l'origine, elle m'intriguait vraiment énormément. Je trouve que c'est un fil rouge qui tient la route, qui est vraiment très intriguant, parce que on se demande vraiment d'où ça vient, etc. On voit qu'il y a des petits éléments qui sont disséminés au fur et à mesure de l'intrigue et qui permettent de remonter la trace de ce grand brasier. Et au final, la chute, elle est un peu décevante quand même, et notamment dans les 2 derniers épisodes, tout ce développement autour de ce gamin là, Kelpien, j'étais quand même assez déçu. Donc c'est Soukal, je crois, le prénom, et j'étais quand même assez déçu parce que je me suis dit, tout ça pour ça, c'est vraiment dommage parce que ça manquait d'ampleur. Alors après, d'un autre côté, quand ça manque d'ampleur, c'est qu'on veut instiller un aspect un petit peu intimiste. Et à ce niveau-là, c'est réussi parce qu'on est dans cet aspect un petit peu de simulation, etc. On a le personnage le plus proche possible de Soukal qui vient essayer de l'aiguiller, de le chaperonner, donc en la personne de Saru, bien évidemment. Donc, ça marche d'un côté, il y a ce rapport où on comprend effectivement certaines choses, mais d'un autre côté, ça paraît par moments un petit peu précipité, un petit peu artificiel. Il aurait fallu peut-être développer davantage cet aspect-là pour qu'on y croie totalement. Et ensuite, le personnage de Soukal, comme il arrive vraiment dans les derniers épisodes, je trouve que ça ne marche pas totalement parce qu'on n'a pas forcément énormément d'empathie pour lui. Parce que, moi, vous savez, par exemple, il y a un passage où Saru, à la fin, il dit « Oui, c'est pas ta faute, Soukal, on comprend, machin. » Non, moi j'ai envie de dire quand même, le Soukal, il a quand même détruit une grande partie du dilithium, une grande partie des vaisseaux, il a tué énormément de gens. Enfin, je veux dire, que ce soit un accident ou pas, c'est quand même sa faute. Donc lui dire que c'est pas sa faute, c'est faire en sorte qu'il n'assume pas sa responsabilité. Donc c'est un peu dommage. Et c'est pas ça qui va l'aider à devenir plus mature ou à comprendre que, oui, les actes ont des conséquences. Donc d'un point de vue même de la morale en elle-même, je trouvais que c'était une morale, franchement, un petit peu limite. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette brûlure, c'est que ça installe des rapports totalement différents dans cet univers. Et c'est là où on se dit, il y a encore tout à construire finalement. Et c'est vers cet aspect-là, je pense, que va
va tendre la série à présent dans la saison 4. Et c'est en cela que je trouve que ce développement-là est plutôt intelligent et plutôt réussi. Bon, après, il y a d'autres problèmes dans cette saison, mais c'est des problèmes qui sont caractéristiques, non pas de cette saison, mais de la série en elle-même. C'est qu'il y a énormément de facilité scénaristique. C'est-à-dire que vraiment, parfois on se dit, bon, quand même, ils peuvent faire un petit effort, parce que ça semble parfois un petit peu paresseux d'un point de vue de l'écriture, parce que on part dans des trucs où, des fois, c'est tellement amené de façon précipitée, on se dit, ah, faut avoir un peu de patience. Par exemple, tout ce passage avec le frère de Book, qui est sur la planète Quejian, il s'appelle Kaim, je crois, et ce personnage, comme par hasard, c'est le frère de Book, comme par hasard, il est, on va dire, en conflit, ou en tout cas, il travaille à ce moment-là pour elle, mais il est un peu en conflit avec Osaera. Bon, voilà, et Osaera, qui est un personnage qui devient récurrent à partir de ce moment-là. Donc, bon, on se dit, les choses sont quand même bien faites. D'ailleurs, petit aparté sur le personnage de Kaim, je trouvais que l'acteur qui l'incarnait le jouait vraiment pas bien du tout. C'était très très mauvais son jeu. Je crois que c'est la pire prestation que j'ai vue dans cette série depuis le début. Alors qu'il y avait plusieurs acteurs et actrices qui jouaient pas très bien, mais là, cet acteur-là, franchement, j'espère qu'on le reverra pas trop parce qu'il joue vraiment pas très bien, ou alors qu'il prenne des cours de comédie. D'ailleurs, évidemment, pour finir sur cette planète Quejian, le coup des sauterelles de lumière, là, alors je sais plus le nom exact, mais évidemment, la Fédération, on trouve en 2 secondes le remède pour faire en sorte d'endiguer cette épidémie, disons, de sauterelles. Bon, voilà, ça paraît toujours un peu facile, en fait. Après, il y a tout le passage aussi, vous savez, dans le monde miroir de Georgiou, où on n'a pas Lorca, et on ne le verra jamais, en fait, parce que, je pense que l'acteur n'a pas été repris pour cette saison 3, ou alors peut-être qu'il avait autre chose à faire, d'autres projets, etc. Bon, là aussi c'est un peu facile. Donc là vous allez me dire c'est une cause externe, c'est pas une cause interne à l'épisode ou à l'écriture. Mais bon, du coup, je me suis dit, c'est dommage de faire une intrigue basée autour de ce monde miroir, alors qu'il n'y a pas Lorca, qui est le principal, on va dire, contestataire, ou même le principal renégat. Donc je trouvais ça un petit peu bête de faire ça, en fait. Ils auraient peut-être pu aller dans une autre direction, finalement. Une autre facilité scénaristique pour la route, c'est dans le combat de Burnham face à Osaera. Alors juste avant, elle s'est blessée à la jambe, on la voit même avoir mal, après elle s'est un petit peu cautérisé la jambe et tout ça, mais bon, on voit qu'elle a toujours cette douleur et qu'elle a du mal à marcher. Pendant le combat, elle saute comme un cabri, il n'y a pas de problème, là elle a récupéré toutes ses facultés, il n'y a aucun souci pour faire tous les mouvements, et juste après la fin du combat, elle reboite. Donc c'est très étonnant, et moi je dis, quand même, c'est un peu abusé. Ils peuvent quand même créer un combat et chorégraphier ce combat autour de son mal de jambe, je sais pas, parce que là, ça pose vraiment un problème d'un point de vue de la vraisemblance. Et enfin, pour finir un petit peu là-dessus sur ces facilités scénaristiques, alors il y en a plein d'autres, mais je vais pas tout citer, il y a par exemple ce sentiment un peu que tous les ennemis, on les dézingue les uns après les autres, mais les gentils, soit on les rate, soit on les tue pas parce qu'il faut les garder en vie pour X raisons totalement fallacieuses et pas du tout crédibles, soit en tant que méchant on se fait tuer avant, donc on n'a pas le temps de les tuer. Mais bon, il y a toujours ce sentiment-là, et ce sentiment un petit peu que les personnages principaux, il peut rien leur arriver, et il y a toujours quelqu'un qui arrive in extremis pour les sauver, ou une situation, une manifestation en mode Deus Ex Machina qui arrive pour sauver les gens, enfin bref, c'est toujours un peu ce sentiment-là. C'est dommage, c'est une ficelle scénaristique qui est déjà vue, qui est usée jusqu'à la corde, donc là aussi c'est un peu dommage. Une autre ficelle scénaristique, alors même si elle semble logique, c'est l'utilisation de Book comme finalement être capable de manier le moteur sporique par ses facultés d'empathie. Alors c'est logique dans la construction, dans la manière même dont on nous l'amène, mais je veux dire, là encore une fois, ça fait un peu Deus Ex Machina. Stamets, il est pas là, du coup, hop, heureusement, on a Book. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à mettre Book. Pourquoi ils y ont pas pensé avant? Alors, je sais pas, ils sont soumis à un stress, donc là, à ce moment-là, ils y pensent, et ça sauve la mise, bien évidemment, au dernier moment. Bon, à aucun moment, il y avait un réel suspense, parce qu'on savait très bien que ça allait marcher, mais bon, je sais pas, là aussi, c'est une telle facilité scénaristique, c'est vraiment dommage. Je vais revenir à présent très rapidement sur ce que j'avais un peu dit dans ma review précédente, jusqu'à l'épisode 6, et dans ma review précédente, je vous faisais part de certains événements, de certains éléments qui pouvaient arriver, et il s'avère que j'ai eu raison sur pas mal de points quand même. Alors j'ai aussi eu des torts sur d'autres éléments, mais notamment sur le personnage de Osaera, je savais qu'elle allait revenir, ça me semblait logique, d'autant qu'on la voyait pas encore dans les épisodes précédents, jusqu'à l'épisode 6, donc je savais qu'on allait la voir à un moment et qu'elle allait être importante. Il y avait également, par rapport au personnage de Tilly, je vous avais dit qu'elle allait probablement
prendre la place de numéro 1, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a plein d'éléments comme ça où bah, c'était finalement avoir raison. Je suis un peu déçu parce que je me dis que c'était quand même très prévisible, parce que c'était pas des hypothèses de dingue que j'avais émis, c'était des hypothèses assez simples. Donc bon, on est allé dans les directions les plus simples en fait. Et pour embrayer d'ailleurs sur le personnage de Osaera, c'est un personnage franchement que j'ai trouvé extrêmement intéressant et bien construit, bien écrit, assez nuancé, même si c'est un personnage qui est retors, qui est dangereux et qui est violent, parce que malgré tout, malgré quelques éléments qui, à un moment, je me suis dit, ah, j'avais le doute, je me suis dit, est-ce que c'est un personnage qui, finalement, va devenir gentil, etc. C'est un personnage qui est, au final, pas totalement mauvais, mais qui est quand même à 90-95% très mauvais, quand même. Et j'ai vraiment adoré ce personnage, parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui était bien écrit, qui était très dangereux et imprévisible en fait, et notamment ce passage où elle s'en prend à Rin et elle le vaporise, mais littéralement et de façon inattendue. Franchement à ce moment-là, j'ai pas vu venir en fait, si vous voulez, à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, et paf, elle le tue comme ça de sang-froid, à bout portant, et vraiment grosse surprise. Et je me suis dit vraiment ce personnage, c'est un personnage qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, de toute façon, on le voit parce que dès la première scène où on voit ce personnage, c'est un personnage qui tue son neveu, en fait, Tolor, je crois, son neveu. Et en fait, elle le tue, et d'une façon, alors là aussi assez horrible, c'est avec un animal, là, un hypno, alors je sais plus le nom, je vais l'indiquer. Et en fait, quand elle tue son neveu, on voit tout de suite que c'est un personnage qui est dangereux, qui est capable de tuer n'importe qui, même un membre de sa famille, pour arriver à ses fins. Et c'est un personnage qui n'accepte pas l'échec. Et ça rend ce personnage extrêmement dangereux et très intéressant, parce que ça donne de l'enjeu à la suite des aventures. Personnellement, je suis quand même très déçu finalement que ce personnage meure comme ça dans le dernier épisode, parce que c'est un personnage qui aurait apporté quand même sa touche, qui aurait apporté quelque chose, je pense, pour la suite, parce que une vraie menace en fait, tout simplement. Après, bon, on avait un peu fait le tour ou pas de ce personnage, je pense pas, parce que il y avait encore des choses à dire autour de ce personnage, parce que c'est un personnage qui quand même a fait du bien au niveau de la chaîne Emerald. Donc bon, je suis un peu triste d'avoir perdu ce personnage qui apportait vraiment quelque chose, je pense. Je vais à présent revenir un petit peu sur le personnage de Georgiou. Alors c'est un personnage que moi j'aimais bien quand même dans la série, même si son traitement dans la saison 3 me laisse un goût, je vous le dis, un petit peu amer, parce que je trouvais que jusqu'aux épisodes là, 9 et 10 où on la voit partir, jusqu'à ces épisodes là, c'est un personnage qui était quand même très en retrait, et on avait le sentiment un petit peu qu'on savait pas quoi faire de ce personnage en fait. Et bon, comme vous le savez sûrement, il y a un spin-off, donc une série dérivée, qui est prévue autour de ce personnage, de Georgiou, qui devrait normalement reprendre la section 31. Ce personnage aura une utilité dans d'autres saisons sur une autre série, en fait, si vous voulez, sur sa série. Donc il fallait lui trouver une issue, disons, dans cette série-là. Je trouve que, d'un point de vue de la façon dont on l'a fait partir, c'est correctement fait. Je trouve qu'il y a eu de l'émotion, il y a eu de la tension, il y a eu de l'action. Il y a un gros passage sur les 2 épisodes où elle est vraiment mise en vedette. Donc franchement, c'était plutôt bien fait. Je vais détailler un petit peu là-dessus, d'ailleurs, mais simplement, ça me laisse un petit goût amer, parce que je me dis qu'auparavant, on savait pas quoi faire de ce personnage. Et du coup, on l'a fait partir d'une belle façon, mais dans ce cas, pourquoi l'avoir amené finalement dans cette saison 3 si c'était pour faire ça en fait, parce qu'elle savait pas grand chose au final. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'on aurait dû faire en sorte que les adieux s'effectuent dans la saison 2, et où ce personnage serait resté dans le présent, en fait, tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt, finalement, de l'avoir fait venir, en fait, en saison 3. Mais bon, bref, ça c'est personnel. Donc je vais revenir spécifiquement sur la séquence des épisodes 9 et 11, là, qui nous intéresse autour de Georgiou et de l'univers miroir. En fait, avant d'arriver dans cet univers miroir, elle a affaire à Carl, qui est un personnage très énigmatique, avec une sorte d'humour et de flegme anglais. C'est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé sa prestation en plus. On apprend en réalité qu'il est le gardien de l'éternité. Donc bon, c'est un titre prestigieux, mais bon, en tout cas, il a une réelle incidence sur la narration. Et ça permet donc à Georgiou d'intégrer l'univers miroir afin de guérir son affliction, parce qu'elle a une maladie de longue durée. Ça, on en avait parlé dans les premiers épisodes, dans les premières reviews. Et cette maladie, en fait, c'est une maladie donc du temps, si vous voulez, par rapport à l'univers duquel elle émane, qui était un univers miroir. Et en plus, par rapport à cet univers miroir, elle est partie dans l'avenir.
et du coup, elle se retrouve dans un temps qui n'est pas configuré, entre guillemets, pour son identité, pour même ses atomes. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement à quel niveau, mais en tout cas, d'un point de vue structurel et physiologique, elle n'est pas adaptée à cet univers, c'est pourquoi elle en souffre, en fait. Et du coup, ça nous permet à nous de voir ce personnage évoluer dans son univers miroir. Alors, bon, à part moi, en termes d'équilibre, je trouve que c'était un petit peu bizarre dans la narration, parce qu'on a un épisode et demi à peu près qui se passe dans cet univers miroir, et ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, faut dire ce qui est, mais c'était quand même très plaisant, et je me suis laissé embarquer quand même par cet univers miroir, parce que j'ai senti vraiment les acteurs qui s'amusaient en fait. J'avais l'impression qu'ils s'éclataient à jouer un peu les méchants comme ça, et à jouer des rôles un petit peu différents, et surtout aussi l'équipage à jouer des personnages un peu plus importants aussi. Donc globalement, j'ai senti qu'il y avait vraiment cette émulation collective, et qu'ils prenaient du plaisir à jouer les uns avec les autres, à s'écouter, etc. Et vraiment, ça a fonctionné sur moi parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces séquences-là. Alors, c'est pas exceptionnel, il y a des moments c'était peut-être un peu surjoué, un peu trop, mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa à voir. Alors quand je dis surjoué, c'est surtout Burnham en fait, parce que, je sais pas, moi dans certaines scènes, bon, je trouve pas que ce soit une excellente actrice. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Mais bon, elle a quand même du charisme, elle a quand même quelque chose, mais je trouve pas que ce soit une excellente actrice. Du coup, là, elle était dans certaines séquences où elle devait en faire des caisses et tout. Bon, bah, elle arrive à en faire des caisses, mais elle en faisait peut-être trop, en fait, justement. À part ça, je trouvais que c'était un régal de voir donc ces membres d'équipage sous un autre jour, dans un vaisseau qui d'ailleurs, soit dit en passant, m'a beaucoup fait penser au vaisseau d'Ulysse 31 hein, dans ce dessin animé. Alors dites-moi ce que vous en pensez, ça faisait penser à l'Odysseus dans Ulysse 31. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce double épisode vraiment divertissant, assez réussi. C'était à la fois drôle, à la fois émouvant, parce qu'il y a quand même les séparations hein, de Burnham avec Georgiou. Et c'est un moment que j'ai trouvé quand même plutôt réussi, même si peut-être un peu trop court. Hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu expédié parce qu'après, hop, on doit passer à autre chose, donc c'était un peu dommage. Mais je trouvais que c'était un moment quand même relativement réussi. Et on a quand même fait honneur à ce personnage dans la façon dont on l'a fait partir, même si on l'a sous-utilisé depuis le début de la saison 3. Bon, par contre, il y a un personnage où j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, c'est le personnage de Saru. Alors lui, c'est un personnage qui a eu un traitement tout au long de la saison qui était plutôt intéressant, et je me disais, ah ben, on développe enfin un petit peu ce personnage. Alors, on l'avait développé hein, quand il était allé sur sa planète Kaminar, mais je veux dire, on le développait en tant que capitaine, en fait. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Et on le développait un petit peu dans ses stratégies, dans même le lien qu'il entretient avec Vance, qui lui donne des conseils, etc. Et qui le... Alors, je vais pas dire qu'il est un peu paternaliste avec lui, mais en tout cas, il lui donne des conseils en tant que vétéran, si vous voulez, par rapport à lui qui est novice dans le capitanat. Ça allait dans une direction qui était vraiment sympathique, parce que Saru, c'est un personnage que j'aime bien et que je trouve fin et assez subtil. En plus, il y a des petits passages comme ça où aussi il va dans des délires où c'était assez drôle, notamment quand il essaie de trouver une formule comme ça pour utiliser le moteur sporique. Et bon, il trouve pas de formule qui corresponde, etc. Mais bon, je trouvais que c'était un peu rigolo, ça a apporté une touche un petit peu comique au personnage. Et à la fin, on le voit, en plus, donc le vrai acteur jouer dans les derniers épisodes avec son vrai visage, en tant qu'humain, etc. Et en fait, dans ces passages-là, bah, on voit vraiment, je pense que c'est un bon acteur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs acteurs de la série. C'est un acteur qui est vraiment investi. On le voit notamment dans ce passage aussi, dans l'univers miroir, où il joue un sous-fifre. Il joue un peu comme ça ce domestique, enfin plutôt cet esclave. Et franchement, la façon dont il joue l'opprimé et tout, il le joue extrêmement bien. Et c'est pour ça qu'il peut passer d'un registre à un autre avec quand même une grande facilité. Vraiment un personnage et un acteur que j'apprécie beaucoup. Et je trouvais qu'il méritait un traitement différent quand même dans son départ. Parce que là, honnêtement, je suis désolé, le départ, ils nous le font partir sur un ou deux malheureux plans où ils disent, il est reparti sur Kaminar, s'occuper de ce mioche qui a détruit une partie du monde. Génial. Ouais, c'est la façon dont c'est fait, c'était un peu expédié. Je trouvais que ça méritait quand même un autre sort, que ça méritait autre chose. Alors après attention, hein, c'est peut-être un départ provisoire, peut-être qu'il va revenir et intégrer la fédération, etc. C'est possible. Mais dans l'immédiat, il est quand même remplacé par Burnham. Ça laisse vraiment à désirer quand même. C'est un personnage qui méritait un autre sort, je trouve. Enfin, donc bon, ça fait un peu mal au cœur en fait par rapport à ce personnage. Je vais terminer la vidéo dans quelques instants avec mes théories concernant la saison 4 potentielle de Star Trek Discovery. Mais juste avant, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager si vous avez apprécié cette vidéo, même si elle n'est pas terminée pour l'instant. Je vous remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça vous permettra de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites notamment. Et pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre vous, je vous invite à me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra par exemple
exemple de racheter des ambitions à Saru, parce que bon, la façon dont il finit, je trouve que c'est un peu triste, et peut-être qu'il a besoin d'un peu de thunes, et moi aussi, donc n'hésitez pas à nous soutenir tous les deux. Je vous en remercie, et on termine donc cette vidéo. Alors, quel avenir pour Star Trek Discovery? Alors, bien évidemment, ce qui est intéressant à souligner, c'est que ici on a Burnham qui devient capitaine. Donc c'est elle qui à présent va prendre les décisions, c'est elle qui prend les rênes. Alors elle avait subi pourtant une rétrogradation pendant la saison, mais à présent elle est légitime en fait, disons en tant que capitaine. Et d'ailleurs Vance il vante, c'est rigolo ça comme phrase, il vante les qualités de Burnham et notamment son audace et aussi le fait qu'elle soit pas dans des cases en fait. Parce qu'elle prend des décisions qui paraissent étonnantes en dehors des sentiers battus, et c'est ça qui loue en fait comme qualité. Et bon, bah avec le Discovery, je pense qu'elle va pouvoir vraiment s'en donner à cœur joie et prendre plein de décisions qui nous, en tant que spectateurs, nous paraissent totalement stupides, mais bon, qui apparemment plaisent au plus grand nombre dans la série, donc bah tant mieux. Et je pense qu'on va avoir avec ce personnage, en tout cas, un côté un peu imprévisible. Et c'est ça qui est intéressant quand même avec ce personnage, même si, allez, on va dire que finalement ça devient imprévisible en étant imprévisible, parce qu'on sait qu'elle va pas faire ce qu'on attend qu'elle fasse. Donc du coup, elle finit par le faire. Vous avez compris cette phrase? Et en prenant les rênes, finalement, de ce vaisseau, bah, elle va partir dans une direction où là, on va peut-être retourner un petit peu aux sources de ce qu'est Star Trek, c'est-à-dire de l'exploration, des rencontres avec des civilisations, etc., et des compréhensions mutuelles, avec une sorte d'ouverture d'esprit, etc., et des échanges, en fait. Et on va repartir là-dessus pour une raison qui est très simple et qui est structurelle à l'environnement, disons, de Star Trek Discovery dans cette saison 3, et donc dans la saison 4 potentiellement, c'est que on a à présent une planète avec du dilithium, et c'est une ressource qui est précieuse pour l'intégralité, ou en tout cas un grand nombre de planètes, et le Discovery, avec sa faculté due au moteur sporique, peut transiter d'une planète éloignée à une autre, et donc va transporter ce dilithium pour donner des cargaisons à droite à gauche. Bon. Et ça, du coup, c'est génial, parce que ça va permettre au Discovery de rencontrer des civilisations qui sont déjà dans la Fédération, ou qui ne sont plus, ou qui en tout cas sont perdues, enfin bref, peu importe, de toute façon il y aura plusieurs cas de figure. Mais ça permet aussi à nous, en tant que spectateurs, d'avoir accès enfin à des contrées lointaines, à des civilisations, à l'exploration, etc. Donc ça va être passionnant, je pense, et ça va aller dans cette direction-là, une direction qui est beaucoup plus, entre guillemets, Star Trekienne, finalement, avec un Discovery qui va enfin, je pense, correctement porter son nom. Parce que là, il va, Discovery, c'est la découverte, c'est découvrir. Donc enfin, on va découvrir des choses en compagnie de cet équipage. On le voit d'ailleurs en fin d'épisode avec les nouveaux costumes, le nouveau pont, le nouvel habillage, disons, hein, du pont, etc. et du Discovery en général. Donc on part sur des nouvelles bases, mais des bases qui finalement sont un petit peu issues de l'héritage Star Trek originel. Et là, ça peut être intéressant. Et c'est aussi pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que c'était peut-être une saison 3 de transition. Donc on verra ce que cette saison nous apportera. Il y aura peut-être le retour quand même de Saru, c'est possible. Alors, sous quelle forme, c'est à voir, mais à mon avis, ce sera plus en tant qu'invité qu'il va revenir pour 1 ou 2 épisodes, parce que peut-être qu'il parlera un petit peu de sa situation, etc., et notamment aussi de Su'Kal. Donc voilà, après, pour les autres personnages, la plupart d'entre eux vont rester aussi, je pense, parce qu'ils vont connaître un développement plus intéressant, parce que là, c'est vrai qu'on l'a vu par rapport à la fin de la saison 3, que certains d'entre eux, en fait, prenaient un petit peu d'épaisseur. Je pense que ça va aller dans cette direction-là, surtout si on perd des personnages aussi comme Georgiou, il y a moins de personnages, donc du coup ça va être resserré d'un point de vue de l'intrigue sur les personnages qui existent déjà. Il y aura peut-être des nouveaux personnages, c'est possible aussi, c'est pas à exclure, mais bon, voilà, en tout cas on peut se resserrer davantage sur les anciens. Voilà, écoutez, j'ai fait à peu près le tour, je pense. Alors il y a d'autres choses à dire, d'autres choses qu'on pourrait dire. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde et d'échanger avec vous, en tout cas, avec un grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne, il y a 2 vidéos qui devraient apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à aller voir ça. Et pour le reste, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt et surtout, allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes!